Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. C'est rigolo. Le jeu vidéo, on en parle déjà énormément sur YouTube. Entre les reviews, les let's play, les émissions spécialement dédiées sur le sujet, et il y a un consensus qui s'est établi entre la plupart des vidéastes qui est de dire que le jeu vidéo est considéré comme le 10e art. Mais il y a toujours cette controverse assez importante, c'est est-ce que justement c'est un produit des industries culturelles ou un art à part entière. Une industrie culturelle, pour expliquer un peu ce que c'est par exemple Disney ou Netflix qui vont créer, diffuser et produire en masse des films, un peu comme une sorte d'entreprise qui va créer des boîtes de conserve en boucle. Le but est de créer en masse et d'inonder le marché mondial. Et par exemple, si on pourrait comparer ça au secteur du jeu vidéo, ce serait par exemple Ubisoft ou EA qui publie une dizaine de titres par an à peu près. Et pourtant, on a aussi des documents scientifiques comme la revue du jeu du laboratoire Leica qui essaye par le biais de chercheurs et d'auteurs d'habiliter le jeu vidéo en tant qu'art à part entière. Le jeu vidéo, en fait, il est présenté comme un art technique issu d'un processus industriel, un peu comme le design. Précisément, il faut savoir que le jeu vidéo, il a évolué au fil des années avec les avancées scientifiques, comme par exemple l'évolution de la peinture avec l'apparition de la perspective dans la Renaissance. Le jeu vidéo, lui aussi, il a bénéficié d'avancées technologiques qui ont permis de le faire évoluer, comme par exemple l'apparition des polygones et les évolutions par rapport aux espaces de stockage. Dans ce cas-là, on peut se demander s'il existe des auteurs de jeux vidéo et si tel est le cas, qu'est-ce qui les définit ? La notion d'auteur, en fait, elle provient de la nouvelle vague, précisément une réflexion qui est venue des cinéastes de la nouvelle vague qui parler d'auteur en termes de réalisateur et d'une filmographie complète, c'est-à-dire que les cinéastes de la nouvelle vague, quand ils analysaient un auteur, ils faisaient en sorte de prendre chaque film et de les regrouper dans l'entièreté de ce qu'il a pu faire pour en déceler une sorte de personnalité artistique. Mais la comparaison avec le cinéma, elle peut s'arrêter là puisque on est limité par la notion d'interactivité. La sociologue Catherine Guénaud, elle avait rédigé un article il y a quelques années expliquant les problèmes par rapport au cinéma interactif dans les salles de cinéma. En gros, par exemple, le cinéma interactif, il donne quand même une sensation limitée dans son cadre. Black Mirror Bandersnatch, qui est sûrement un des exemples les plus connus, on est limité en fait que par les choix qu'on peut faire dans les embranchements de l'histoire. Alors que le jeu vidéo, lui, il est pleinement conscient de son rapport au spectateur par l'interactivité et par les choix beaucoup plus larges que l'on peut faire. Donc l'auteur en jeu vidéo, c'est celui qui met en place les règles, c'est celui qui met en place les règles constitutives d'un jeu. On pourrait du coup dire que l'auteur est le game designer qui est garant de l'interactivité et qui donne ou non l'autorisation aux joueurs d'interagir avec des éléments du jeu. C'est déjà une réflexion qui avait été émise par Game Next Door, qui est une super chaîne de jeux vidéo, mais pour aller plus loin, on pourrait aussi prendre l'article de Martin Picard qui lui avait expliqué que le level designer et le game designer peuvent être considérés comme des metteurs en jeu. C'est-à-dire qu'au théâtre, on a le metteur en scène qui lui positionne les acteurs, positionne aussi comment font les acteurs pour interagir entre eux. Et bien là, dans le jeu vidéo, le joueur est sa position en tant qu'acteur dans l'environnement qu'il explore. Du coup, à partir de là, on peut se poser la question suivante, est-ce que les outils utilisés dans le développement d'un jeu peuvent être pris en compte dans la démarche artistique ? Alors, je prends comme exemple la génération procédurale, c'est le sujet principal de la vidéo. Et justement, par rapport à la génération procédurale, on a quand même pas mal d'exemples. En l'occurrence, moi je vois par exemple Minecraft, No Man's Sky qui sont des parfaits exemples de génération de monde en procédural. C'est-à-dire que l'entièreté du monde est créée aléatoirement. Et quand on recharge une autre partie, on n'aura jamais le même résultat. Mais on peut aussi citer les roguelikes comme Binding of Isaac ou Dead Cells, qui eux aussi en fait proposent de la génération procédurale, en l'occurrence dans les donjons et dans la position des différents ennemis et des différents boss. Pour expliquer un peu plus clairement, la génération procédurale, c'est une technique de développement qui fait appel à des algorithmes qui vont générer aléatoirement du contenu. Je reprends l'exemple de No Man's Sky, mais dans No Man's Sky, on peut visiter des tas de planètes, plusieurs millions si je dis pas de bêtises. Chaque élément qu'on va pouvoir visiter va être généré par un algorithme, que ce soit la flore, les textures, le relief du paysage. La génération procédurale, c'est utilisé en termes de gain de temps et d'argent. Ça évite aux développeurs de faire un environnement fait main, et les game designers, souvent, ils utilisent ces techniques pour à la fois proposer plus grande quantité d'environnements, comme dans No Man's Sky où tu as plusieurs millions de planètes, et en plus de ça, une meilleure rejouabilité. C'est-à-dire que quand tu vas relancer une partie, les décors seront pas les mêmes. Mais si on considère le jeu vidéo comme un art, on peut aussi réfléchir par rapport au fait que l'algorithme lui-même peut être considéré dans son approche artistique. Déjà, il faut savoir qu'il existe un courant artistique entièrement basé sur la génération procédurale. C'est l'art génératif.
Et pour qu'une œuvre soit prise en compte en tant qu'issue du mouvement de l'art génératif, l'auteur ne doit pas intervenir dans la création de cette œuvre. En art numérique par exemple, l'artiste il va coder un logiciel qui va complètement automatiser le contenu. Et là on peut prendre comme exemple Sunbase, qui est un artiste qui a créé la peinture dynamique. C'est-à-dire en fait que ces tableaux vont bouger, mais les mouvements de ces tableaux ils sont faits de manière aléatoire par un algorithme. C'est assez intéressant à voir. Et ça donne une nouvelle perspective par rapport au tableau qu'il a déjà pu peindre précédemment. Et on peut même aller encore plus loin avec le land art. Le land art, c'est l'art de faire de l'art avec la nature. Et en l'occurrence, les sculptures de Jean-Max Albert. Jean-Max Albert qui est un sculpteur français qui a fait d'immenses sculptures végétales qui, elles, changent de manière aléatoire en fonction des conditions météorologiques. Donc c'est de l'art génératif dans le sens où les créations vont bouger et changer en fonction d'un événement aléatoire, en l'occurrence s'il pleut, s'il neige ou s'il fait beau. À partir de là, on peut aussi réfléchir à la génération procédurale en tant qu'outil utilisé dans l'œuvre d'art, et j'ai un exemple parfait pour parler de ça, c'est LSD Dream Emulator. LSD Dream Emulator qui est un jeu vidéo japonais sorti à la fin des années 90 et conçu par l'artiste Osamu Sato. Alors LSD Dream Emulator, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il nous plonge dans la peau de l'artiste lui-même qui va plus ou moins explorer des rêves qu'il a déjà pu faire. Tout le jeu en fait est basé sur les écrits de l'artiste. Les rêves qu'on va pouvoir voir vont changer de façon assez infime. C'est-à-dire que quand on va charger une partie, on va avoir par exemple des éléments, des personnages, des textures, des bruitages qui vont jamais être les mêmes selon les environnements qu'on va visiter. Les décors seront toujours identiques, mais les différents détails qu'on va pouvoir observer seront toujours interchangés. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que dans sa réflexion, l'auteur, il estime qu'un rêve peut toujours être à la fois très familier et à la fois en même temps singulier et incompréhensible. Et on se rappelle jamais vraiment des différents détails précis qu'il peut y avoir dans un rêve. Donc c'était ça en fait le but d'utiliser la génération procédurale pour générer aléatoirement des éléments qui vont changer par-ci par-là. Moi ce que j'espère c'est que dans quelques années on aura beaucoup plus de jeux qui vont utiliser la génération procédurale comme un élément de gameplay d'exploration ou dans d'autres situations pour vraiment proposer toujours une réflexion derrière par rapport au changement, par rapport à la notion d'aléatoire. Et je me dis que ça pourrait être sympa pour 2020 d'avoir des jeux qui réfléchissent un petit peu à ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la partager, la liker, vous pouvez aussi vous abonner si jamais ça vous intéresse. D'ici là, moi je vous dis à une prochaine fois et bisous.